Comme annoncé à la fin de notre sixième leçon de ce cours de philosophie politique en mode confinement, nous allons aujourd'hui parler de la politique de zombification. La politique de zombification adresse la question des types de régimes politiques qui caractérisent les systèmes de gouvernementalité d'un bon nombre de pays africains. Et la thèse centrale de cette politique de zombification est que le mode de fonctionnement de la plupart des pays africains est le résultat d'un mélange d'une mise en œuvre sélective de certains aspects des différents régimes politiques. La politique de zombification part d'une interrogation qui suscite les naufrages de la raison causés par l'incompréhensibilité de l'agir du politique africain. Pourquoi l'Afrique semble avoir délibérément choisi la voie de la politique de zombification? Loin d'être une provocation contre les africanistes fanatiques, cette interrogation est à comprendre comme une invitation à mettre en place des structures qui permettent à chaque membre de la société d'exiger aux autres le respect de ses libertés et droits fondamentaux. Elle est également à comprendre comme une incitation de notre imagination à envisager des stratégies capables de permettre de passer de la politique de zombification à une politique d'humanisation. En effet, beaucoup d'analystes politiques sont déconcertés lorsqu'ils s'engagent non seulement dans le processus d'opérer ces passages, mais aussi sur la voie de la description des régimes politiques d'un bon nombre de pays africains. Toute tentative de définition a été à maintes reprises contredite par la réalité sur le terrain. Lorsque nous considérons les paysages politiques de l'Afrique, avec un système de gouvernementalité qui défie toute théorie politique, cela suscite un certain nombre de questions. Les régimes politiques en Afrique sont-ils des dictatures, des monarchies, des démocraties? Et on peut continuer avec ces questions. Et une analyse vigoureuse du mode de fonctionnement de la majorité des gouvernements africains révèle que les régimes politiques de la plupart des pays africains ne reflètent aucun des régimes précités. C'est-à-dire des régimes politiques en Afrique sont ni des dictatures, ni des monarchies, et moins encore des démocraties. C'est plutôt un mélange d'une mise en œuvre sélective de certains aspects des différents régimes politiques. On prend donc les différents aspects qu'on trouve dans différents régimes politiques et on prend ces aspects qui répondent aux attentes de certains dirigeants et on constitue un système politique. Et c'est que nous pouvons appeler cette sélection de certains aspects a conduit, n'est-ce pas, à un monstre dangereux qu'on peut nommer la politique de zombification et dont le but principal est de transformer les citoyens en zombies politiques. Quel est alors le contenu d'une politique dite de zombification, pourrait-on s'interroger? Et c'est la question à laquelle nous allons répondre tout au long de cette septième leçon de notre cours de philosophie politique en mode confinement. Commençons d'abord par une clarification conceptuelle. Et cette clarification conceptuelle nous permettra de comprendre davantage quelle est cette nouvelle théorie que nous sommes en train de mettre à la disposition de notre population, qui vise aussi à éveiller leur conscience et à pousser à une réflexion profonde. Une meilleure compréhension de la charge sémantique de l'expression zombie politique nécessite une clarification. L'emploi informel du terme zombie décrit celui-ci comme une personne
qui est ou qui semble être sans vie, apathique ou complètement insensible à son environnement. Et d'un point de vue philosophique, un zombie est un être hypothétique qui répond au stimulus comme le ferait une personne, mais ne fait pas l'expérience de la conscience. Par le fait même, il ne peut pas être donateur des sens étant donné qu'il est dépossédé de l'expérience de l'intuition et d'éthique qui nous permet de saisir les sens qui se dissimulent au cœur de l'objet que nous apercevons grâce à l'intuition sensible. Et un examen attentif de ces différentes descriptions du zombie nous permet de mettre en évidence certains concepts, tels que cadavre, sans vie, insensible et inconscient, qui nécessitent quelques commentaires. Cadavre et sans vie sont dans une certaine mesure liés. Un corps sans vie est un cadavre. Il est privé de vitalité, d'énergie et de mouvement. Il ne peut ni innover ni initier quoi que ce soit car il est devenu insensible et inconscient. Le seul mouvement imaginable d'un corps sans vie est garanti par une force externe qui détermine la position du cadavre. Ainsi donc, un corps qui ne répond pas est insensible à toute souffrance. Partant donc de cette brève clarification conceptuelle, j'argumente que la politique de zombification consiste à créer des structures qui appauvrissent l'esprit dans ses possibilités d'imaginer, de concevoir et de conduire un raisonnement cohérent. Des structures qui oppriment l'usage public de la raison, empêchant ainsi toute innovation, tout exercice de l'esprit critique et toute capacité de penser par soi-même afin de maintenir l'ignorance publique, d'encourager les raisonnements de l'irresponsabilité et de promouvoir l'imbécilisation collective, pour utiliser une expression chère au professeur Kamana, et tout cela en vue de permettre aux mêmes personnes de se maintenir au pouvoir. Simplement dit, l'objectif majeur de la politique de zombification est de créer ce qu'Emmanuel Kant appelle l'état des minorités ou l'état des tutelles, c'est-à-dire l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Et cette incapacité, note Emmanuel Kant, est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Ainsi donc, dans le contexte de la politique de zombification, il n'y a ni initiative individuelle ni créativité. Le gouvernement prend la décision quant à ce qui devait être fait, comment et quand. Il détermine la vérité et définit les justes et l'injuste indépendamment des normes éthiques. Et toute créativité individuelle doit être en phase avec la vision du gouvernement. Et toute vision qui ne correspond pas au point de vue du gouvernement est considérée comme subversive et est aussi considérée comme une atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité de l'État. L'une des conséquences néfastes de la politique de zombification est son énergie négative dans la vie de la population. Pour que le parti dirigeant conserve le pouvoir, la population doit être zombifiée et doit être obligée de devenir insensible à sa propre souffrance et privée de toute alternative. Et pour atteindre son objectif d'orienter les initiatives et la créativité vers sa vision idéologique, le parti au pouvoir élève la paresse et la lâcheté au rang des vertus et encourage des activités susceptibles de détourner l'attention de la population et de l'empêcher de se livrer à une réflexion critique. Voilà ce que la politique de zombification fait et quels sont ses effets sur la vie de la population. Et cette politique de zombification a beaucoup de manifestations.
Et une des manifestations de la politique des zombifications, c'est ce qu'on peut appeler la politique du ventre. La politique du ventre est une expression que j'emprunte du livre de Jean-François Bayard, L'État en Afrique, la politique du ventre, pour présenter une des manifestations éclatantes de la politique de zombification. La politique du ventre est décrite comme les schèmes de gouvernementalité de la politique dans beaucoup de pays africains et constitue leur identité spécifique. Et cette expression d'origine camerounaise renvoie à une conception de l'appareil d'État perçu comme lieu d'accès aux richesses, aux privilèges, au pouvoir et au prestige pour soi et pour le membre de son clan. Pour Bayard, la politique du ventre renvoie aussi aux nécessités de la survie et de l'accumulation, à des représentations culturelles complexes, notamment celles du monde de l'invisible et de la sorcellerie. En d'autres termes, la politique du ventre témoigne d'une trajectoire africaine du pouvoir qu'il faut comprendre à la lumière de la longue durée. M'inspirant donc de cette expression, j'ai décrit différemment la même pathologie dans le contexte de la politique des zombifications à travers 5 éléments fondamentaux qui constituent l'ossature de la politique du ventre. Dans sa forme déguisée et subtile, la politique du ventre s'appuie sur 5 piliers essentiels et elle est plus utilisée par les opposants politiques. 1. Se faire passer pour un opposant politique afin de s'attirer la sympathie de la population. 2. Viser les pouvoirs à tout prix sous le déguisement de la détermination à mener les combats pour les changements. 3. S'opposer sans raison valable au pouvoir en place. 4. Critiquer les modes de gestion de la chose publique par les régimes dirigeants sans pour autant suggérer une alternative viable et durable dans le seul but de se faire remarquer et d'être bercé par un populisme trompeur. Et 5. Accepter un poste de responsabilité au sein du système vilipendé en se réfugiant derrière les prétextes de privilégier l'intérêt supérieur de l'État. Donc ce sont là les piliers de la politique du ventre utilisés principalement par les opposants politiques en vue d'accéder au pouvoir. Et ici, nous sommes dans le contexte de la politique de zombification. Ces 5 piliers de la politique du ventre sont des stratégies efficaces mises en place pour servir de tremplin d'accès au pouvoir et des outils de consolidation de l'influence sur un peuple zombifié. Une fois le pouvoir acquis, il est utilisé pour promouvoir les fanatismes, les favoritismes, les tribalismes et l'ethnicité. On devient incapable de penser au-delà des considérations tribales. Ainsi donc, le pays cesse d'être un État pour devenir un système d'enrichissement personnel. Et comme nous pouvons le constater, la conséquence la plus nuisible de ces stratégies est la perte du sens du bien commun. Et cette perte du sens du bien commun conduit à l'incompréhensible indolence du peuple face à des hommes sans mérite exceptionnel qui non seulement foulent aux pieds sa dignité, mais aussi ses vertus à instaurer une politique de zombification qui ne laisse aucune chance à la liberté sous toutes ses formes et crée un peuple sans capacité mentale de gouverner une société, un peuple qui s'autodétruit en bâtissant son standard de vie uniquement sur l'argent, renvoyant plutôt au placard des valeurs nobles. Bref, un peuple entraîné vers une vie d'insouciance notoire à cause du sceau malfaisant de la dissonance cognitive dont il est frappé, à cause, n'est-ce pas, des effets néfastes de la politique de zombification. Ici apparaît alors l'exigence fondamentale de ce que le professeur Kamana appelle la désimbécilisation d'une nation. Pour le professeur Kamana, il faut entendre par imbécilité d'une nation
un état d'être et une dynamique sociale caractérisée par les déficits d'usage de la raison, l'indifférence aux exigences des valeurs et l'absence des préoccupations portant sur l'essence de l'être, du vivre, de l'agir et du rêver ensemble en vue d'une société du bonheur communautaire. Pour savoir si une société souffre du déficit d'usage de la raison, précise le professeur Kamana, il faut analyser son système éducatif, l'attention que l'on y accorde, les moyens que l'on y investit, les institutions de réflexion et de recherche qui s'y déploient et les productions scientifiques que l'on y promeut sont des signes forts. Quant à savoir si une société accorde de l'importance aux valeurs, poursuit-il, il faut étudier le fonctionnement de la justice en son sein et la sensibilité au système politique, aux droits de l'homme. L'impunité, la violence, l'insécurité et le refus des règles démocratiques montreront ce que valent le peuple et leurs institutions du point de vue de leur imbécilité, dit le professeur Kamana. C'est un peuple qui nie sa propre dignité à cause des effets néfastes de la zombification. Partant de cela, on peut se poser la question de savoir quelles sont les pistes de solutions par rapport aux effets néfastes de la politique de zombification. Effectuer le passage de la politique de zombification à une politique d'humanisation est une exigence morale d'abord. De fait, qu'est-ce qui est attendu de moi comme un être moral ouvert à la lumière de la raison? Une réponse adéquate à cette question impose l'obligation de mettre en place des structures qui permettent à chaque membre de la société d'exiger aux autres le respect de ses libertés et des droits fondamentaux, comme on le disait au début de cette leçon d'aujourd'hui. Pour ça, il faut premièrement lutter contre la corruption institutionnalisée. Cette lutte ne pourra porter des fruits escomptés que lorsqu'on s'attaque aux comportements qui tendent à légitimer des pratiques corruptrices tout en banalisant tout effort d'éradication de ces fléaux. Deuxièmement, instituer un état de droit où chacun répond de ses actes afin d'ébranler les structures nuisibles de la politique du ventre. Troisièmement, s'assurer que la justice et le travail sont orientés vers le bien commun dans le but de garantir à tous et surtout aux plus démunis et aux plus vulnérables l'accès aux ressources nécessaires permettant de participer à la vie économique, sociale et politique de la société. Quatrièmement, promouvoir une éthique de responsabilité et une culture d'excellence capable non seulement de combler les raisons morales et l'amnésie collective qui provoquent l'effondrement d'un vivre ensemble harmonieux, mais aussi de contribuer à l'édification d'une société juste et prospère. Une société juste est à comprendre ici dans son sens rawlsien. John Rawls décrit une société juste comme celle dans laquelle l'égalité des droits civiques et des libertés pour tous est considérée comme définitive. Les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage politique. Ces pistes de solutions pourront constituer des fondements à partir duquel nous pouvons amorcer les passages de la politique de zombification à une politique d'humanisation. C'était le 7e cours ou la 7e leçon de notre cours de philosophie politique en mode confinement. À nous revoir prochainement.